Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et l'enjeu et les chiffres qui nous attendent pour la semaine prochaine. On va commencer donc le débrief de cette semaine par les banques centrales, une semaine qui était placée sous le signe des banques centrales avec la très attendue réunion de la Fed. La Fed qui a décidé de ne pas relever ses taux, c'est un mouvement largement attendu par le marché. En revanche, ce que tout le monde surveillait, c'est les communications qui allaient accompagner ce statu quo sur les taux, et notamment les nouvelles projections. La Fed réalise des projections une fois par trimestre sur ce qu'elle anticipe comme niveau d'inflation, comme niveau de chômage, comme niveau de croissance aux États-Unis et comme niveau de taux pour la fin d'année 2023, 2024 et 2025. Et donc, autant le statu quo sur les taux, pas eu de surprise, autant sur le communiqué, il y a eu quelques surprises importantes qui traduisent donc une volonté pour la Banque centrale américaine de maintenir un ton toujours faucon, donc toujours relativement agressif, même si elle ne monte plus les taux. Que nous disent ces projections? Elles nous disent que la Fed a révisé très sensiblement à la hausse ses prévisions de croissance pour cette année et pour l'année prochaine, donc signe que l'économie va moins ralentir que ce qu'elle pensait. Elle a également abaissé les objectifs, ou en tout cas les anticipations donc de taux de chômage, signe qu'elle anticipe que ce marché de l'emploi restera plus tendu et plus longtemps que ce qu'elle avait anticipé lors des projections de juin. Et puis la grosse surprise vient des projections sur les taux, où on voit que non pas pour cette année, mais pour l'année prochaine surtout, et pour l'année suivante, les projections du niveau du niveau des Fed Funds en fait, c'est-à-dire du niveau de taux de la Fed, eh bien ces projections ont été rehaussées. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y aura donc des nouvelles hausses de taux l'année prochaine, mais en juin dernier, la Fed estimait qu'en 2024, il y aurait 100 points de base de baisse de taux, donc l'équivalent de 4 baisses de 0,25%. Dans ces dernières projections de septembre, donc 3 mois plus tard, eh bien la Fed estime qu'il n'y aura que 50 points de base de baisse de taux l'année prochaine, donc 2 baisses de 25 points de base. Alors, est-ce que c'est une certitude que nous aurons ça l'année prochaine? La réponse est évidemment non. C'est pour ça d'ailleurs que la Fed, tous les trimestres, donne ses projections. C'est plus pour orienter le sentiment et aussi elle donne son point de vue par rapport aux éléments dont elle dispose à court terme. Jérôme Powell l'a rappelé, les projections ne sont pas un plan de vol et une sorte d'éléments contractuels qu'on doit impérativement respecter. Ce sont des estimations qui sont faites à partir des données récoltées le plus récemment par la Fed. Mais on comprend aussi que c'est un fort outil de communication, parce que le risque, c'était quoi après cette réunion? C'est que si la Fed disait on ne monte plus les taux, ce qui était le cas, mais qu'elle accompagnait ça par des discours, à la fois un communiqué, puis des déclarations de Jérôme Powell qui relativement accommodante, ou en tout cas moins agressive qu'auparavant, eh bien le marché, qui est toujours une fonction d'anticipation, notamment le marché obligataire, aurait probablement commencé à racheter les obligations, et donc ce qui aurait eu pour effet de détendre les taux. Et si les taux se détendent, eh bien ça a des répercussions assez rapides sur les taux de crédit ensuite. Et or, on sait que la consommation aux États-Unis reste quand même très soutenue à ce stade, et donc finalement vous entretenez l'inflation élevée plus longtemps que nécessaire et plus longtemps que vous ne l'auriez souhaité. Donc l'idée pour la Fed, c'est bien qu'à un moment donné, elle fasse une pause sur ses taux, et peut-être la pause définitive. Moi je pense qu'on a vu la pause définitive. La Fed laisse planer l'hypothèse, le risque d'une nouvelle hausse de taux d'ici la fin de l'année, mais qui me semble assez peu crédible. Mais en revanche, cette communication très agressive était surtout et probablement avant tout fait pour que les conditions financières, notamment le niveau des taux, les taux souverains, donc tout ce qui est taux de crédit aussi, eh bien, ne se détendent pas dans la foulée. Et donc la conséquence, c'est que les marchés n'ont pas aimé, les marchés sont partis à la baisse, la volatilité a progressé. On voit que le VIX, cette semaine, est revenu un petit peu là de 17. C'est un niveau qu'il n'est pas connu depuis la fin du mois d'août, depuis le 22 août. Donc on voit qu'on est sur le plus haut d'un mois à peu près pour la volatilité. Est-ce que le risque, c'est que les marchés décrochent complètement ou autre? Ça paraît quand même très peu probable. Parce que les conditions ne sont pas non plus réunies. Quand on regarde aux États-Unis, justement, un des problèmes pour la Fed n'est pas avoir une économie qui est complètement en train de se cracher, c'est plutôt l'inverse. C'est que les États-Unis ont une économie qui, à ce stade, est très résiliente, et c'est ça qui pose plus problème qu'autre chose, parce que la Fed aimerait bien que le taux de chômage remonte un petit peu pour que le marché de l'emploi soit un peu moins tendu. Elle aimerait probablement aussi que les données sur la consommation, non pas qu'elles soient une récession de la consommation, mais que les données sur la consommation soient quand même un peu plus faibles pour justement ne pas favoriser les hausses de prix. Et concernant le marché de l'emploi, elle aimerait évidemment que le marché de l'emploi se détende un peu plus vite, ce qui permettrait de limiter les hausses de salaire. Les salaires, on le rappelle, progressent toujours à 4,3% en rythme annuel aux États-Unis. Donc on comprend bien que ce n'est pas que des hausses de 4,3% par an que l'inflation retombera facilement à 2%. Donc voilà un petit peu le tableau qu'on a cette semaine, mais cette décision de la
de la Fed, on a eu des surprises de l'autre côté, au niveau d'autres banques centrales, notamment de la Banque centrale suisse et de la Banque d'Angleterre, qui toutes les deux ont décidé de ne pas relever leur taux et ont surpris le consensus. Le consensus attendait pour chacune d'entre elles une hausse de taux de 25 points de base. Non seulement il n'y a pas eu cette hausse de taux, mais on a en plus senti, du côté de la Banque d'Angleterre par exemple, cela n'a pas été dit tel quel, mais l'inflation au Royaume-Uni est toujours largement au-delà de 6%, ce qui est donc un niveau totalement inacceptable pour la Banque d'Angleterre. L'objectif, c'est le même que partout, c'est 2%. Donc on a une inflation qui est encore 3 fois supérieure à l'objectif au Royaume-Uni. Et pour autant, la Banque d'Angleterre a fait une pause sur ses taux, elle les a maintenus à 5,25, alors que l'inflation est à plus de 6%, inflation sous-jacente et inflation globale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très probablement, la Banque d'Angleterre commence à mettre dans la balance les questions d'ordre économique. Parce qu'on a vu quelques jours auparavant, les dernières publications sur la croissance britannique qui s'est contractée plus fortement que prévu, sur les derniers mois observés, et ça a probablement fortement joué dans l'appréciation de la Banque d'Angleterre, sachant qu'au niveau de l'inflation, même si elle reste très élevée, il y a quand même eu une belle surprise à la baisse de l'inflation, plus importante que ce que le consensus attendait. Donc là, on commence à voir effectivement certaines banques centrales, et je pense que la Banque centrale européenne est dans le même cas, qui commencent à être plus prudentes sur les questions de hausse de taux et qui font une pause donc, notamment côté Banque d'Angleterre et Banque centrale suisse, pour justement commencer à faire attention aux risques économiques. Et ça, c'est aussi un signe du coup que les marchés ont reçu, qui, non pas qui est d'un seul coup donne de l'appétit pour les actifs risqués, pour les actions et pour tout le reste, mais ça peut quand même montrer que les banques centrales ne sont pas prêtes à tout non plus et à cracher l'économie pour parvenir à 2% d'inflation. Même si on sait que si elles doivent flirter un peu avec la récession, et ça elles l'ont dit, elles seraient capables de le faire, c'est typiquement ce qu'on a par exemple dans certains pays européens, avec l'Allemagne par exemple, c'est ce qu'on a aussi au Royaume-Uni où on a cette contraction de l'activité. Voilà, on voit que c'est quand même effectivement des ralentissements économiques qui sont assez marqués. Et donc, les banques centrales, là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que celles qui sont les plus concernées, pour l'instant, disent, voilà, pour l'instant, c'est pause sur les taux. Alors bien sûr, elles ne disent pas, on ne les montrera plus du tout, elles ne disent pas que c'est le taux terminal, que c'est le taux définitif, ça ne peuvent pas le dire parce que ce sera envoyer le mauvais message, mais le fait de ne pas avoir fait de relèvement de taux, c'est quand même un message en soi. Toujours dans cette rubrique justement, des données économiques qui ralentissent. Ce matin, on a eu donc les chiffres pour la zone euro, ce qu'on appelle les PMI, qui sont donc des indices d'activité du secteur manufacturier, secteur des services. Et il y a eu donc des mauvaises surprises pour la France. Les PMI, les deux PMI, services et manufacturiers, sont allés un peu plus loin en territoire de contraction. Le PMI manufacturier, pour la plupart des pays européens, il est toujours en contraction. Donc ça, c'était pas tellement une surprise. Ça fait plus de 12 mois pour la zone euro que le PMI manufacturier, pas que pour l'Allemagne et que pour certains pays européens, est contracté. Donc c'est pas vraiment la surprise, mais c'est le PMI service qui s'est plus fortement dégradé que ce qui était attendu. Et donc, effectivement, là, c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles la Banque centrale européenne lors de la réunion de la semaine dernière, a décidé de relever une nouvelle fois les taux, mais a commencé à envoyer des messages que derrière, on verrait qu'il n'y aurait peut-être pas de nouvelle hausse de taux, etc. Parce que justement, crainte d'aller aussi trop loin là, sur le plan économique et d'impacter trop fortement l'économie. Et les chiffres de ce matin confortent cette idée qu'effectivement, la BCE n'a plus vraiment urgence à relever ses taux. Il y a toutefois eu, et ça il faut le noter, parce que c'est des signaux faibles pour l'instant, mais je pense que c'est des signaux qui peuvent un peu s'accroître dans les mois à venir. Les PMI pour l'Allemagne ne sont toujours pas bons, mais se sont un tout petit peu améliorés sur l'aspect manufacturier notamment. Petit rebond du PMI manufacturier qui est toujours largement contracté, mais il a un petit peu rebondi, il passe de 39,1 à 39,8. Et pour le PMI service également en Allemagne, il a un petit peu rebondi. Donc là, c'est peut-être des signaux, notamment sur la partie manufacturière, des signaux que l'Allemagne commence un petit peu à se stabiliser en zone très basse, mais commence à se stabiliser un petit peu sur l'aspect manufacturier. Et on avait observé, on le disait dans le dernier podcast, des signaux un peu similaires potentiellement pour la Chine, où les PMI manufacturiers en Chine étaient toujours contractés, mais commençaient à se redresser un petit peu depuis 2 mois. Voilà donc pour cette partie. Un des thèmes de la semaine, ça a été une nouvelle fois, d'abord en début de semaine, le pétrole qui a accéléré à la hausse et puis qui s'est un peu calmé ensuite après la réserve fédérale. Mais effectivement, il y a une vraie problématique de pétrole, du pétrole d'ailleurs, parce que quand on regarde les matières premières en gros sur les 6 derniers mois, on observe que les matières premières en moyenne, quand vous prenez un indice composite, un indice synthétique, qui inclut les matières premières énergie, métaux industriels et matières premières agricoles, un indice synthétique fait 5% de progression
sur les 6 derniers mois. Donc, il n'y a pas de flambée du prix des matières premières dans leur ensemble sur les 6 derniers mois. Mais si vous isolez le pétrole, vous prenez le pétrole seul, c'est plus 39%. Et là, il y a un problème donc. 40% donc de hausse pour le pétrole. C'est bien qu'il y a une thématique spécifique au pétrole. Elle n'est pas liée à un excès de demande ou à une dynamique mondiale extrêmement forte. Sinon, on aurait des signaux similaires sur les métaux industriels, comme le cuivre par exemple. On aurait des signaux similaires aussi sur d'autres types de matières premières nécessaires à l'industrie et à l'activité économique. Or, ce n'est pas le cas. Donc là, ce qui pose problème pour la Fed, on va en reparler un petit peu, c'est qu'effectivement ce pétrole est remonté beaucoup trop vite. Et là, Jérôme Powell, donc le président de la Fed, dans sa conférence de presse mercredi, a expliqué que la hausse du pétrole influençait les anticipations d'inflation. Or, la Fed veut ramener ses anticipations d'inflation vers les 2%. Actuellement, elles sont à 2,7% les anticipations d'inflation long terme aux États-Unis. Jérôme Powell veut la ramener à 2%. Et donc, on commence à avoir un peu le raccourci. C'est-à-dire que la Fed a besoin de voir des anticipations d'inflation qui ne montent plus. Le pétrole tire les anticipations d'inflation à la hausse. Donc, la Fed aurait besoin, pour arriver à l'objectif de tasser ses anticipations d'inflation et puis de ramener aussi l'inflation à 2%, la Fed a quand même besoin aussi d'un pétrole qui ne monte plus, voire qui baisse un petit peu. Donc, il est aussi c'est une des origines du message assez agressif de mercredi, et peut-être celle-ci aussi. Ça impacte les marchés, ça c'est évidemment une des conséquences, mais on a vu que le pétrole avait quand même un peu reflué juste après la Fed, et après cette tonalité assez agressive de la Fed. Donc, attention à ça. Peut-être que sur le pétrole, comme du coup sur l'économie mondiale aussi, la Fed qui garde un ton agressif, ça a quand même des conséquences qui ne sont pas neutres. C'est-à-dire que les taux américains ont continué de grimper après la Fed. Alors, ça s'est un petit peu étendu là, en fin de semaine, mais on reste toujours au-dessus des niveaux pré-Fed. Ça a des conséquences sur le crédit, sur le niveau du dollar, sur pas mal de choses. Donc, des conséquences aussi économiques. Donc, ça aussi, c'est le genre d'élément qui peut à un moment donné, freiner la hausse du pétrole. Si les marchés commencent à craindre que la Fed soit un peu trop agressive à un moment donné, moi, je pense qu'elle ne le sera pas, mais qu'elle a une communication qui reste volontairement agressive. Mais si le marché, lui, prend peur et considère que les communiqués de la Fed risquent d'impacter trop fortement l'économie américaine, ça peut donc se traduire par une rechute du pétrole et de certaines matières premières. Et finalement, l'objectif sera atteint ainsi. Une partie de l'objectif, on tasse les matières premières. Certes, du coup, les taux restent élevés, ça freine l'économie, mais la Fed a quand même besoin de voir un marché du travail qui ralentisse aux États-Unis et une économie qui ralentisse aussi un petit peu. Donc, ce ne serait pas incompatible comme objectif. Voilà ce que nous pouvons dire. Puis dernière stat de cette semaine, c'était les chiffres immobiliers américains qui étaient assez souvent inférieurs aux attentes. Les ventes de logements en cours, notamment aux États-Unis, les ventes de logements en cours qui atteignent des niveaux qui sont les niveaux qu'on a vus pendant la crise Covid. Donc on voit bien l'impact très fort des hausses de taux. On voit également que les mises en chantier sont au plus bas depuis 2020. Donc voilà des chiffres immobiliers qui montrent que là, vous voyez, pour le coup, les politiques restrictives de la Fed font effet, mais ça touche en ce moment surtout la partie immobilière. Et ce que la Fed voudrait, probablement, c'est que ça s'élargisse un peu plus, que ça touche notamment la partie service et la partie de logement, notamment les loyers qui progressent du coup. La Fed espère que ça progressera moins rapidement parce que l'inflation vient une nouvelle fois toujours de la partie service, en tout cas majoritairement de la partie service, et c'est là qu'il faut la faire dégonfler en priorité. Voilà pour la synthèse de cette semaine. Rapidement, les chiffres pour la semaine prochaine. Lundi, ce sera le climat des affaires, l'indice IFO donc, en Allemagne. Mardi, nous aurons un indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. On aura également les chiffres des ventes de logements neufs aux États-Unis et aussi une mesure de l'évolution du prix des maisons dans les 20 plus grosses villes américaines. C'est l'indice S&P Case-Shiller qu'on se verra, donc un bon indicateur aussi de la pression sur les prix de l'immobilier. On continuera mercredi une donnée importante, ça pour la dynamique américaine, et on sait que la Fed veut la calmer un petit peu cette dynamique, les commandes de biens durables. Commandes de biens durables, donc ce sera le rendez-vous mercredi, c'est un gros chiffre. Jeudi, une journée assez chargée avec l'inflation en Allemagne, le chiffre final de la croissance aux États-Unis pour le deuxième trimestre. On aura également les inscriptions au chômage hebdomadaires aux États-Unis. Rappel, cette semaine, les chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage ont été bien plus faibles qu'attendu. Et ce qui remet donc toujours une petite pièce dans ce schéma d'un marché de l'emploi qu'on a du mal à détendre aux États-Unis. Il y a quand même d'autres signaux qui montrent un petit début de détente. Les emplois vacants ou autres, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais il faut aussi donc que les inscriptions au chômage se redressent un petit peu quand même alors je ne dis pas que c'est souhaitable, mais encore une fois, quand la Fed veut détendre le marché du travail, parce qu'il est trop tendu, ça passera aussi probablement un petit peu par une petite hausse des inscriptions au chômage, et ces signaux à ce moment-là qu'on commencerait à avoir de ce côté-là, si on commence à en avoir dans les quelques semaines qui arrivent, ça commencerait effectivement à renforcer l'idée que la Fed
a bien atteint son taux terminal et ne remontera plus les taux, mais il faut pour ça des données sur l'emploi qui continuent de se détendre. Pour l'instant, il y a quelques-unes qui vont dans ce sens-là, certaines n'y vont pas encore, notamment les inscriptions au chômage. Jeudi, on aura également une intervention, un discours de Jérôme Powell, qu'on va suivre évidemment avec attention comme toujours, et vendredi, on aura les chiffres de la consommation en Allemagne et en France, tout ce qui est vente au détail. Ça, c'est aussi important donc, par rapport à la BCE et par rapport aussi à la dynamique de croissance pour la fin d'année, comment se tient la consommation en Europe. On aura les chiffres d'inflation en zone euro, on aura un discours de Christine Lagarde vendredi, et on aura des chiffres également sur le revenu et les dépenses de consommation des ménages américains, donc ça c'est toujours important à suivre. Et puis samedi, on s'intéresse aussi à ce qui se passera samedi parce que les marchés seront fermés, mais on aura la publication du prochain indice PMI manufacturier chinois. Très bon week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Bourse Hebdo. Au revoir.